Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler de la télé, la bonne vieille télé, celle de nos darons, là, celle de Vincent Lagaffe, celle de Arthur, celle du racisme, celle du sexisme. Comment elle va cette télé? Elle se porte bien? Comment ils vont ces gars-là? Ah bah ces gars-là ils vont très bien, ils sont invités à C'est à vous par Anne-Elisabeth Lemoine, Rachida Dati n'est pas intervenue, on peut dire que pour eux ça va très bien. Et ben voilà, vous avez compris la problématique, je suis sûr que vous avez compris, vous êtes pas cons parce que vous regardez Rhinocéros, vous, hein? Vous avez compris, allez on y va! Bon, on va quand même commencer par résumer à grands traits ce qui s'est passé ces dernières semaines dans le petit monde de la télévision. L'affaire Arthur, l'affaire Ben Lazare, le retour du Big Deal, on va tout vous dire. Oui, parce que tout est lié, figurez-vous. C'est lié parce qu'il y a unité de temps, hein, tout se passe à peu près en même temps, il y a une unité de lieu. Dans toutes les histoires qu'on va vous raconter aujourd'hui, il y a un moment où il se passe un truc sur le plateau de C'est à vous, le plateau d'Anne-Elisabeth Lemoine, c'est clairement le lieu du crime. On va donc vous montrer ce qu'on pouvait voir sur le plateau de C'est à vous, mais aussi et surtout vous raconter ce qu'on ne pouvait pas voir. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Arthur, tiens. Tout le monde connaît Arthur, l'animateur-producteur, 30 ans de télé, une carrière époustouflante. Évidemment, sur le plateau de C'est à vous, il est bien reçu. On ne lui ressort pas de casserole, au contraire, on lui passe des extraits sympas de ses vieilles émissions. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il est fort au basket? Voilà, ça c'était pour la première de l'émission Impossible. Je suis passionné par le basket. Vous arrivez et vous mettez un panier à 2 cm au-dessus de vous et la foule est en délire. Bah oui, c'est la tradition. Bah ouais. Mais j'en ai mis des meilleurs, hein. J'en ai raté aussi. Mais demain, je vais à l'Accor Arena voir la NBA. Eh ouais, mais c'est passionnant ça, moi je savais pas qu'il était fan de basket, dis donc, comme Jospin, t'as vu? Oui, puis le lendemain, il est allé voir un match de basket à l'Accor Arena, si tu veux tout savoir. Eh ben oui, on sait tout là, on sait tout. Mais moi il y a d'autres sujets qui m'auraient peut-être plus intéressé, je sais pas. Ouais, on aurait peut-être pu l'interroger par exemple sur les impôts. Ah oui. Parce que vraiment, il est bon sur les impôts et les charges, et sur le fait qu'on n'aime pas la réussite dans ce pays. C'est un répertoire qu'il maîtrise sur le bout des doigts. À un moment, il voulait quitter la France même. À un moment, j'en avais un petit peu, j'étais fatigué, quoi. Et donc, voilà, j'étais fatigué. Et donc, chacun interprète comme il veut. Certains disent que je suis parti pour des raisons fiscales. Vous étiez fatigué. Ça a l'air fatigant d'être riche, putain, je le vois comme ça, il est accablé, ça me fait de la peine, j'aimerais pas être à sa place. Bah non, mais c'est parce qu'on est en France, et en France, on n'aime pas la réussite, c'est bien connu. Moi, je trouve qu'il y a un problème dans notre pays, c'est qu'on n'aime pas la réussite et le succès. Et alors ça, c'est terrible pour lui. Parce que Arthur, il aime bien la réussite, il aime bien sa réussite. Il a pas honte d'être riche. Non. Écoutez ce qu'il répond quand on lui demande s'il est si riche que ça. Je ne suis pas très riche. Je suis très riche. Très riche, oui. Mais comme ça, une fois, maintenant ça c'est fait. Et encore, cet extrait, il date de 2005. C'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à près de 600 millions d'euros par challenge, qui le met à la 228e place de son top 500 des fortunes françaises. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Il est pas milliardaire non plus par contre, hein. Ouais, enfin, son empire médiatique est quand même immense. Tu vois l'émission avec le décor penché, là? Vendredi, tout est permis. Ouais, alors j'ai jamais regardé, mais je suis sûr que c'est de la grande télé. Bah, en tout cas, c'est un truc qu'il a créé lui et qui s'exporte partout dans le monde. Ah. Oui, c'est extra. Il y a la version vietnamienne, coréenne, italienne, espagnole. Partout dans le monde, il y a Vendredi tout est permis. Vous avez entendu? C'est extra, il a dit Pierre Lescure. C'est extra, bah ouais, parce que la France, nous on est comme ça. On exporte des produits de luxe, des armes et des programmes d'Arthur. C'est la contribution de la France à la culture mondiale, c'est quand même quelque chose, quoi. On peut être fier. Ah oui, c'est sûr. Donc, quand vous avez Arthur sur votre plateau, vous n'avez pas juste un animateur, vous avez un mec puissant. Un producteur très puissant qui peut faire et défaire des carrières, produire ou ne pas produire tel ou tel truc, mais vous avez surtout un ultra riche. Et dans ce pays, les ultra riches, ils peuvent murmurer à l'oreille des politiques. À l'oreille de Sarkozy, par exemple, qu'Arthur avait publiquement soutenu en 2007, et duquel il était resté proche, puisqu'en 2023, c'est bien Nicolas Sarkozy lui-même qui a décoré Arthur de la Légion d'honneur au Sénat, en présence des grands noms de la télé. Selon le site Pure People, dans l'assistance, il y avait même la direction d'M6, et plus étonnant, celle de France Télé. Tiens. C'est une grande fierté pour Nicolas Sarkozy de décorer Arthur, dont le parcours est le symbole du mérite et de l'abnégation, a rapporté l'entourage de l'homme politique. La première dame, Brigitte Macron, était elle aussi de la partie. C'est ça que vous avez en face de vous quand vous avez Arthur sur un plateau. C'est ce monde-là. La France, elle n'aime pas la réussite. La France, elle adore la réussite. Ces gens-là, ils adorent la réussite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de multimillionnaires chaque année. Et les multimillionnaires, on leur donne même des médailles. Regardez-vous, là. Bon bah voilà, par exemple, il aurait fallu lui poser des questions là-dessus. Quand il a reçu la Légion d'honneur, il a déclaré « C'est un immense honneur, je n'oublierai jamais ce que la France a fait pour moi ». Bon bah du coup, est-ce qu'il regrette ce qu'il disait il y a quelques années sur les impôts, sur la réussite, tout ça?
Et puis tiens d'ailleurs, petite question là, voilà, je fais Colombo. Qu'est-ce que vous voulez dire par tout ce que la France a fait pour vous? Je croyais que vous étiez un complet self-made man, monsieur Arthur, hein? Il y a eu des coups de main en fait? Des coups de main de qui? De quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous, la France? Les impôts, là, tout ça, ça a discuté directement avec Bruno Le Maire? Il y a peut-être eu un petit arrangement, je sais pas, je pose la question! Non mais c'est vrai, putain, on peut poser des questions, je sais. Mais quand cette séquence de C'est à vous a été postée sur YouTube, par le compte officiel de l'émission, on pouvait voir dans les commentaires que les internautes, eux, ils auraient bien aimé qu'on interroge l'animateur millionnaire sur un tout autre sujet. Alors il y en a bien quelques-uns qui ont évoqué ces histoires d'impôts, mais le commentaire le plus liké au moment où on enregistre cette vidéo, il demande tout bêtement « Pourquoi inviter un agresseur qui fait censurer ses vidéos compromettantes ?» Ah! Et à partir de là, nous-mêmes, on va commencer à marcher un petit peu sur des œufs. Ces images compromettantes, vous les avez peut-être vues il y a quelques semaines sur internet, ou alors il y a 20 ans sur TF1. Et à l'époque, elles ne vous avaient peut-être pas choqué. Les images dont on parle là, ce sont celles de l'émission Apprendre ou à laisser. Des séquences pénibles à regarder qui ont été compilées par la journaliste Alice Welter. Dans cette petite compile, initialement publiée sur Instagram, on voit l'animateur imposer aux candidates de son jeu télé des gestes et des allusions à caractère sexuel. On le voit respirer, sentir, toucher des femmes sur la défensive, des femmes vulnérables, des femmes qui étaient juste venues jouer à un jeu pour gagner un peu d'argent. Ces images sont sordides. Et on ne va pas vous les montrer ici, évidemment, parce que des images d'agression, c'est pas forcément très agréable à regarder. Puis surtout, on n'a pas les droits de ces émissions. Arthur les a et ses boîtes de prod pourraient se servir de ça pour charcuter notre épisode, ou alors même le faire supprimer d'internet. Donc vous allez faire sans. Et d'ailleurs, on n'a pas utilisé non plus d'émissions d'Arthur ou produites par Arthur. On peut pas prendre ce risque. Parce qu'il y en a qui ont essayé de faire tourner ces images, de les commenter, de les diffuser. Apparemment, c'est pas évident. Un vidéaste de YouTube, le Fou Allier, est venu raconter sur le plateau du Média quel avait été le destin de sa vidéo sur le comportement d'Arthur. Elle a été ensuite déplatformée par YouTube. Censurée. Voilà, on peut dire censurée, je pense. Sur les captures d'écran que j'ai envoyées à Mourad, il est quand même précisé effectivement que je ne peux pas utiliser ces images puisqu'elles appartiennent à la société en démol. Par contre, ces images, elles ont beaucoup fait parler. Libération s'est penché sur le sujet et on va vous lire la description que Check News a fait de ces séquences. Voici, selon le journaliste Enzo Quenecourt, comment Arthur recevait les candidates d'Apprendre ou à laisser. On l'y voit embrasser sur la bouche une candidate par surprise, soulever la jupe d'une autre, commenter le physique et la tenue des femmes sur le plateau, mimer des fessées, susurrer des propos à caractère sexuel dans l'oreille de certaines candidates. Et oui, c'est quand même arrivé jusque dans Libération, cette histoire. Alors, Arthur s'est défendu, il a incriminé le montage, il a expliqué que à l'époque, ça se faisait quand même dans une super ambiance, tout ça, que les candidates étaient consentantes, qu'il avait appris à les connaître avant le tournage. Libé a d'ailleurs retrouvé 2 des candidates qu'on voit dans les vidéos. Elles ne semblaient pas en vouloir à l'animateur Arthur, mais elles avaient du mal à mettre des mots sur ce qui s'était passé il y a 20 ans. Par contre, elles disent qu'il n'y avait pas du tout de complicité avec Arthur, que Arthur, il est arrivé sur le tournage, bam, ça tourne, là, il te parle, et dès que ça coupe, il te parle plus, et que les fringues qu'elle porte et que Arthur commente de manière salace, là, en fait, c'est la prod qui leur filait, qui disait non, mais ça plutôt et tout, donc c'est... Ouais, on pourrait dire que ça faisait système, quoi. Enfin, ça pose question. Enfin, il y a débat. Mais ces images aujourd'hui, elles interpellent forcément. Et en fait, le sexisme à la télé, ça a fait recette, c'est allé très loin à un moment donné. On a fait de l'argent avec le sexisme. Arthur a gagné beaucoup d'argent avec cette émission, notamment. Oui, c'était créatif. Il y avait une liberté incroyable de ton dans cette émission. Oui. Et l'époque n'était pas prête, quoi, en quelque sorte. Non, on peut pas dire que j'étais avant-gardiste. Et là, on a triché parce qu'en fait, il parlait d'une autre émission d'Arthur. Non, Arthur n'a pas été interrogé sur cette polémique. Pas du tout. Et c'est étonnant, parce que cette polémique, ces petites compiles, c'est des millions de vues sur X et Instagram. Il y a eu des articles dans la presse écrite, dans Libération, mais aussi dans le Dauphiné Libéré, 20 minutes, et Arrêt sur Image, bien évidemment. Et là, c'est comme si la télé, comme si le plateau de C'est à vous était un monde à part. Un monde dans lequel on accepte de faire comme si tout ça n'avait pas existé, de peur peut-être de se fâcher avec l'homme qui valait 600 millions d'euros. De peur aussi, peut-être, d'alimenter une campagne antisémite en cours contre Arthur. Arthur communique beaucoup là-dessus. Arthur se défend avec ça. Ce mardi, mardi 18 février, va se tenir une première audience qui fait suite à une plainte déposée par l'animateur. Une plainte pour injure publique aggravée par motif discriminatoire en lien avec la religion. Et en effet, parmi tous les commentaires qu'a reçu Arthur sur son comportement avec les femmes, il y en avait plein qui étaient des commentaires antisémites. C'est indéniable. L'animateur de TF1 s'est souvent présenté comme juif. Il a même dit chez Apolline de Malherbe qu'il était le seul juif chez TF1. Il a dit d'ailleurs qu'il se sentait souvent seul, particulièrement depuis qu'il a choisi de s'exprimer régulièrement sur le sujet. Vous êtes devenu en quelque sorte le porte-parole des Juifs de France. C'est lourd à porter ça? Alors, porte-parole, il y a des institutions qui le font très bien.
Disons que depuis le 7 octobre, j'ai parlé un peu plus que d'autres. Depuis le 7 octobre 2023, plus qu'un juif, Arthur est devenu un militant de la cause israélienne. Dorénavant, en plus d'aller sur les plateaux chaleureux, faits pour accueillir la promo, comme c'est à vous, l'animateur-producteur se rend aussi sur les plateaux plus sérieux, plus graves, plus politiques, ceux des matinales et des chaînes info. On l'a vu chez France Inter, par exemple, où il a dû se plier aux questions à la con de Léa Salamé. Si vous étiez un peintre, une héroïne féminine dans l'histoire, un champion olympique et un pays, vous seriez qui, vous seriez quoi? Si vous étiez un peintre femme pendant les JO, vous seriez quel pays, Arthur? Eh ouais, t'imagines ça le matin, tu sais pas si t'es chez le psy ou chez les flics, je comprends pas la question. Qu'est-ce qu'il a répondu? Non, mais on s'en fout. On s'en fout, oui. La question, c'est pourquoi il a accepté l'interrogatoire de Léa? Eh bien parce qu'il avait des choses à dire, il avait un message politique. Aujourd'hui, vous avez des partis politiques qui ont pignon sur rue, qui déferlent leur antisémitisme au quotidien. On ne peut pas laisser faire, il faut répondre. Sinon, si on ne répond Et ça, pas... vous répondez sur les réseaux sociaux, Oui, je par réponds. exemple, ça vous arrive d'interpeller la France Insoumise pour pas la citer. Ouais. Il ne l'a pas cité, mais on avait bien compris, oui. Arthur est sur une ligne dure. Faudrait-il que les Insoumis n'aient plus pignon sur rue? Faudrait-il interdire ce parti? Si vraiment c'est un parti antisémite, la question se pose. En tout cas, elle se pose sur CNews de temps en temps. Pourquoi laisser encore un peu d'espace médiatique à celles et ceux qui dénoncent les massacres à Gaza? L'espace médiatique, la sphère médiatique. On a le sentiment aujourd'hui qu'en France, c'est aussi un des problèmes. Ce matin, j'ai vu par exemple, chacun choisit ses invités ce matin. France Info a choisi d'inviter Dominique de Villepin. Ça fait sens. Et là, moi-même, j'ai été surpris parce que je savais qu'Arthur, il faisait BFM, il faisait France Inter, il faisait France 5, mais je savais pas qu'il faisait CNews, je savais pas qu'on en était là. Moi, quand je l'ai connu, c'était à la radio, il était sur Énergie, il faisait des canulars, c'était le Arthur rigolo. Bah oui, mais maintenant c'est le Arthur militant. Et lui, il va sur CNews. D'abord parce que CNews est la seule chaîne qui a eu le courage de diffuser le documentaire sur le Festival Nova. Je n'oublie pas, c'était il y a 1 an. Et c'est dans ce contexte-là que les images malaisantes d'Apprendre ou à laisser sont ressorties. Voilà, c'est tout le problème. Dans ce contexte, il y en a qui ont eu visiblement du mal à séparer l'homme de l'artiste, d'autant plus que Arthur ne se présente pas comme un militant, il se présente pas comme un fervent soutien d'Israël et de la colonisation, il se présente comme un simple juif. Moi, j'habite Paris, nous sommes en France, et j'ai des agents qui protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif. C'est pour ça que je voulais lui donner la parole ce matin pour entendre son témoignage. Il est devenu, un peu malgré lui, une sorte de porte-parole des Juifs de France. C'est cet Arthur-là qui doit faire face à la polémique gênante sur son attitude il y a 20 ans. Peut-être que c'est cet Arthur-là aussi, le militant, que Rima Hassan traite de prédateur. En tout cas, c'est sans doute aussi le militant que Sarah Salman défend en demandant à la députée européenne si elle aurait fait le même tweet si l'animateur n'était pas juif. Et c'est finalement tout ce débat, très pénible, très gênant, que l'équipe de C'est à vous a sans doute cru bon de nous épargner. Le problème, c'est que ça fait bizarre. Tout le monde s'excite là-dessus sur Internet depuis des semaines, et il n'y a rien, pas un mot là-dessus à la télé. Alors, est-ce que ça alimente pas un peu le complotisme, l'antisémitisme même? Arthur est juif, les juifs contrôlent la télé, Arthur contrôle donc la télé, et c'est pour ça qu'il ne parle pas de son affaire. C'est comme les massacres à Gaza, c'est évident. Voilà. C'est en tout cas comme ça que certains vont recevoir ce silence. Et c'est terrifiant parfois de voir ce que les internautes peuvent faire avec les silences de la télé ou de la presse traditionnelle. Pourquoi Twitter pourquoi ce bordel monstrueux a métastasé comme il a métastasé sur les insuffisances de la presse traditionnelle. Et il a métastasé sur les silences de la presse traditionnelle, sur les biais de la presse traditionnelle. Et cette confusion, en plus, elle est entretenue par Arthur quand il se présente comme un simple juif de France à longueur de plateau, y compris quand on commence à lui reprocher des trucs. Mais c'est quoi ce cheminement de pensée? Arthur, t'es problématique. Tu dis ça parce que je suis juif? Non, je dis ça parce que je t'ai vu masser une meuf qui était en pleurs. Ouais, mais tu le dénonces parce que je suis juif? Non, je le dénonce parce que t'es un porc. Non, mais tu veux dire que tous les juifs sont des porcs? Non, je parle de toi. En fait, c'est insupportable à la fin. Parce que dans la vidéo, on voit tous un connard. Il y a que Arthur qui voit un juif. Et moi, je vois un riche. Voilà, je vois un mec puissant de la télé. Je vois un bourgeois. Un bourgeois qui, s'il passe un ou deux coups de fil, peut sérieusement mettre un frein à ta carrière. Et que ce soit vrai ou pas, c'est sans doute ce que doivent penser les gens qui le reçoivent. Allez, même s'il peut pas te couler, peut-être qu'il peut te produire. Peut-être que tu auras besoin d'un coup de main ou d'apparaître dans une de ses émissions pour faire la promo d'un spectacle, d'un album, on sait pas. Bon bah voilà, c'est ça le monde de la télé. Et le petit monde de la télé, il est pas exactement sur la même planète que nous. Il est un peu ailleurs. Clairement au-dessus de la masse, mais aussi franchement à côté du réel. Et c'est particulièrement vrai pour l'émission C'est à vous.
Déjà, pourquoi ils mangent? Je sais pas, il y a des gens qui sautent des repas dans ce pays, et ces gens-là, ils allument la télé, ils voient des Parisiens en train de manger des plats de fous, préparés par des chefs, et ça papote, et ça rigole. Oula, on pas passé loin celle-là, oui. De quoi célébrer votre retour à la télévision? Ce succès, il est quand même dingue. Vous pensiez, enfin, vous avez été touché forcément, vous pensiez qu'il y avait autant de téléspectateurs qui vous attendaient depuis 20 ans quand même? Je pensais pas, je l'espérais. Et oui, c'est le retour du Big Deal. Vous vous rendez compte? Alors déjà, pourquoi Et puis pourquoi la promo en fait sur France 5? Qu'est-ce qui oblige France 5 à faire la promo d'un programme de RMC Story en fait? Bah tu te calmes, déjà le Big Deal c'est un succès populaire. Mais oui, mais moi quand je mets C'est à vous, c'est pas pour voir des trucs comme ça. Moi je veux voir Patrick Cohen, Alain Bauer, je veux voir François Hollande, je veux pas voir Vincent Lagaffe et Jean-Luc Reichmann. Surtout que là, pareil, il y a du dossier sur Vincent Lagaffe. Hein. Lui aussi, il y a moyen de trouver du lourd si on replonge dans les archives. Et forcément, lui aussi, il trouve que la télé, elle a changé. Mais que bon, bah, on va s'adapter. Quand une jeune femme arrive avec un très beau décolleté, on ne lui dit plus « Mademoiselle, j'ai du mal à vous regarder dans les yeux ». Voilà, c'est con parce que moi, ça me fait rire. Et il y a beaucoup de femmes qui aiment qu'on mette en valeur leurs attributs. Bon, là, on le fait plus. Mais c'est pas que ça, Vincent Lagaffe. Pour beaucoup d'Arabes en France, Vincent Lagaffe, c'est aussi la Zoubida, une chanson sortie en 1991. Mais le scooter Mokhtar l'avait volé, Cette chanson, à l'époque, c'était impossible d'y échapper. Dites-vous, Lagaffe, il en a vendu 600 000 singles. C'était un truc bourré de clichés racistes. Alors, il faisait l'accent, les Arabes, c'était des voleurs dans son truc. Enfin, c'est un enfer. Cette chanson a été une contribution majeure en France au racisme anti-arabe des années 90. Il y en a peut-être qui l'ont oublié, mais certainement pas les petits qui avaient le malheur de s'appeler Mokhtar ou Zoubida. Beaucoup de gens qui pensent que la Zoubida est une chanson à connotation raciste. Il faut vraiment être le dernier des imbéciles pour penser la même chose. Eh ben, il y a pas mal d'imbéciles dans ce pays, il faut croire. Et puis surtout, il y en avait déjà en 91, parce que déjà à l'époque, il y avait pas mal de monde qui disait que c'était une chanson débile et raciste. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on pouvait pas dire qu'on trouvait ça raciste à la télé ou à la radio. Donc Vincent Lagaffe, il pouvait s'en foutre. Et oui, il pouvait vivre sa meilleure vie. Surtout que sa chanson, elle est restée 11 semaines en tête du top 50. C'est-à-dire qu'il a pu s'acheter une maison avec le racisme. Mais c'est pas du racisme, il l'a dit. Parce que alors, à ce moment-là, tout est raciste. À ce moment-là, Michel Leb qui fait l'accent africain, c'est raciste aussi. Ah bah non, mais il y a un consensus sur Michel Leb, il est cancel, on est d'accord. Mais pas du tout, c'est à vous. Marianne Chazelle, Michel Leb, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On a le droit d'avoir fait du racisme en France. On a même le droit d'avoir vécu grâce au racisme, comme un vulgaire Le Pen. Voilà, c'est ça, c'est la France. Ça n'empêchera pas Anne-Elisabeth Lemoine de t'inviter. T'as pu avoir fait des blackface, t'as pu avoir fait l'accent noir à la télé. Eh bah tiens, il reste quand même des linguinés au mori, t'en veux, vas-y, reprends-en, fais ta promo. Alors c'est quoi ta pièce? D'ailleurs, est-ce que c'était si raciste que ça, tout ça hein? Et donc, je me suis laissé dire que prendre l'accent arabe, noir, c'était raciste, ou il y avait une connotation raciste, mais par contre, prendre l'accent québécois, c'est pas raciste du tout. Je dis, elle est où la différence? Qui est le vrai raciste dans l'histoire? Et il a vraiment dit l'accent arabe et l'accent noir au premier degré et personne l'a repris. Ben oui, c'est la télé, c'est sympa la télé. Et là, je voudrais être sérieux 2 minutes et m'adresser aux blancs qui font la télé, aux blancs qui font C'est à vous. Vous savez qu'on n'est pas qu'entre nous. Vous savez qu'avec des dingueries comme ça, il y a des gens, ils pètent des câbles chez eux. Il y en a, ils sont nés un peu avant la Zoubida, ils ont tout subi. Ils ont vu Félindra Tête de Tigre, ils ont vu Patrice Laffont qui parle mal à Pépita, ils ont vu les 10 petits singes dans Quotidien, là, avec Sarkozy, et ils ont été Charlie quand il fallait être Charlie. Ils sont restés calmes jusque-là, mais je vous jure, ils sont fatigués, ils en peuvent plus de vous, ils en peuvent plus de votre télé, ils en peuvent plus de vos conneries, ils demandent juste un peu de respect. Changez un peu, quoi. Vous n'êtes pas obligés d'inviter des racistes, on est sur le service public. Putain, votre patron, c'est pas Bolloré, vous avez le choix. Vous pouvez mettre un peu de sang neuf, un peu de fraîcheur, c'est pas compliqué. Salut Merwan. Bonsoir les gars, bonsoir. On vous adore dans l'émission de Mathieu Noël. Oui, moi je suis sur France d'habitude Inter. À la radio, d'habitude Zoom, comme zoom, vous zen. appelez à la télé, vous nous appelez la Ligue 2 et tout, mais voilà, d'habitude je suis à la radio et c'est ma première chronique à la télévision, donc soyez cool avec moi, mettez-moi bien, mettez-moi à l'aise. Bon, tu leur expliques, moi je fatigue. Oui. Ce que vous venez de voir, c'était l'intro de la première chronique de Merwan Benlazar dans C'est à vous. C'était aussi sa dernière chronique à la télé, et ça, il l'a appris de la bouche de Rachida Dati en personne. Tout est parti de ce tweet de Nathalie Loiseau, la macroniste du Parlement européen. Vous lirez parfois sur internet qu'elle était au GUD dans sa jeunesse. Le GUD, c'est un groupuscule néo-nazi violent. Mais bon, pour le cas de Nathalie Loiseau, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, t'es sûr qu'il faut qu'on explique, parce qu'on peut laisser planer le doute. Moi j'aime bien la rumeur. Hein. Non, on explique.
La militante d'extrême droite Alice Cordier a posté un jour cette photo sur les réseaux en interpellant Nathalie Loiseau. Bon, apparemment, c'est pas vraiment elle qui pose avec ce skinhead, là c'est juste une meuf qui lui ressemble, donc ça, la photo, c'est fake. Par contre, Nathalie Loiseau a vraiment figuré sur une liste étudiante avec des gens issus du GUD quand elle était à Sciences Po. Apparemment, elle avait mal évalué la couleur politique du truc. Enfin bref, donc elle n'était pas vraiment au GUD, c'est même pas elle sur la photo, désolé. Eh oui, ben moi en général je corrige pas les gens là-dessus, parce que c'est le lore maintenant, voilà, Nathalie Loiseau, c'est une gudarde, moi je laisse... C'est pas très pro, ok. Ex-gudarde ou pas, on peut au moins dire que Nathalie Loiseau, elle aime pas trop les musulmans. En tout cas, on peut dire qu'elle aime pas le style musulman, le look. Parce que quelques jours après le passage de Ben Lazare, elle a juste posté sur X une photo de lui et elle a déclaré « Au nom de toutes les femmes, de leur liberté, de leurs droits chèrement gagnés ici et bafoués par les islamistes partout à travers le monde, une seule question, pourquoi ?» Et puis bon, après c'est parti en couille quoi. Hier, on lisait mes tweets au Sénat et j'ai été viré de mon poste de chroniqueur à la télévision par Rachida Dati. C'est beaucoup d'informations, Sa chronique en plus, elle parlait de foot, elle parlait de la Ligue des Champions. Zéro vanne sur la charia, hein, pas de blague d'arabe. Ça s'était bien passé. Oui, alors du coup, il y en a qui sont allés chercher des vieux tweets de 2013 avec des blagues douteuses sur les femmes à la maison, mais genre il avait 16 ans, puis surtout, c'était du second degré. Il parlait à une de ses potes. Mais bon, vous savez comment on peut faire, hein, on prend un bout de conversation, on bidouille et ça peut faire l'affaire. Là en plus, le but c'était de faire croire aux gens qu'un mec qui ressemble à un musulman avait pu dire des trucs sexistes. C'était le challenge le plus facile du monde. Les gens croient déjà que les musulmans sont tous des genres de talibans. Après, est-ce qu'il est vraiment musulman ou est-ce que c'est juste le bonnet qui était un peu ambigu? Alors lui, il est musulman, Ah, ouais. mais c'était pas un bonnet musulman. Non, bah oui, non, mais s'il est musulman, c'est foutu. Quoi. Mais en plus, c'était sa meuf qui lui a dit de mettre le bonnet, en lui disant que s'il mettait la casquette, ça ferait trop banlieue apparemment. Elle dit mets ton petit bonnet, t'as un petit bonnet cool et tout, ça fait coréen. Donc je mets le bonnet, je te jure, je me regarde dans la glace là, avec ce gros pull et l'espèce de bonnet court, et je lui dis mais je vais pas y aller déguisé en bobo de merde là. Et elle m'a répondu peut-être ça fait bobo de merde, mais au moins ça fera taire les racistes. Nous, on voit un hipster quand il voit un salafiste. Nous, on voit un humoriste qui rit de lui, de son apparence, de sa religion. Eux, un type qui fait de l'entrisme et qui a pour objectif de faire triompher l'islamisme par l'humour. En fait, une sorte de prosélytisme par la vanne. Ils ont réussi à inventer ça. Ça donne une idée du degré de docilité qu'on demande aux musulmans de ce pays. Et puis, peu importe ce qu'ils répondront, le sous-texte, c'est « ils sont fourbes ». Peu importe leurs explications, ils ne sont pas dignes de confiance. Où sont les féministes? On ne les entend pas non plus sur ces sujets-là. Par cette séquence, en fait, on est dans la continuité de ce qui se passe depuis 40 ans, de la conquête islamiste dans tous les pans de notre société. Et puis tout ça, ça s'est terminé au Sénat. Rachida Dati a tranché. L'Arcom n'a pas lieu d'être saisi. Aucun propos n'est répréhensible dans cette chronique. Ensuite, est-ce que des propos ont été tenus par ce chroniqueur qui sont scandaleux? Oui. Donc, suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences, il ne sera plus à l'écran. Donc voilà, lui, il a été viré pour des vieux tweets parce que les fachos ont détourné ce qu'il a pu dire quand il était mineur. Voilà, et là, il n'y a pas de droit à l'oubli, hein. C'est pas comme avec la gaffe ou avec Arthur, où là, on pardonne, on a le droit d'avoir été sexiste et tout, mais pas lui. Alors que c'est pas lui dont on a des images, hein, des images de lui malaisant avec des meufs en HD, sur tous les réseaux sociaux, on a pu les voir. Lui, on n'a rien. On a 3 tweets de quand il était puceau, c'est tout, mais ça suffit. C'est lui qu'on interdit de télé. Mais est-ce qu'on peut interdire Arthur de télé? Pas vraiment en fait. Elle n'est pas à nous la télé. La télé publique déjà, elle est aux technos, aux potes de Macron qui apparemment obéissent au doigt et à l'œil à la ministre de la Culture. Et les chaînes privées, bah elles sont privées. Elles font ce qu'elles veulent. Si Bolloré veut maintenir à l'antenne Morandini, même après sa condamnation en appel pour harcèlement sexuel sur mineurs, il fait ce qu'il veut. C'est sa télé. Et la boîte privée qui produit C'est à vous pour France Télé, vous savez laquelle c'est? C'est Media One. Elle appartient pas à Arthur, mais c'est une grosse boîte quand même. Regardez, là on est sur leur site. Vous reconnaissez en haut quelques visages connus du service public, mais si on scrolle un peu, on tombe sur des émissions que Media One vend aussi à TF1 et TMC. C'est-à-dire qu'ils dépendent aussi des commandes de la chaîne qui bosse avec Arthur depuis 30 ans. En fait, c'est un petit monde. Vraiment, tout le monde se tient par la barbichette. C'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec la promo des émissions des uns dans les émissions des autres. C'est une grosse machine tout ça. Ça brasse des sommes folles et on n'est certainement pas là pour se fâcher avec qui que ce soit.
C'est ça la télé. Et c'est pour ça qu'on s'y retrouve pas. C'est pour ça que vous y retrouvez pas. C'est pour ça qu'on y voit toujours les mêmes têtes, qu'on y entend toujours les mêmes conneries, qu'on ne peut rien y dire et que tout se fait sans nous. Même quand c'est le service public, s'il y a un puissant qui claque des doigts, tu peux dégager. Voilà. Si c'est pas un actionnaire, ce sera un ministre. Si c'est pas un ministre, ce sera une des patronnes de chaînes là, de radio ou de télé publique, là, les potes à Macron. Et qu'on soit la télé publique ou privée, niveau boîte de prod, c'est à peu près toujours les mêmes. Si c'est pas Endemol, c'est Media One. Sinon c'est Bangoumi ou alors c'est Banijé. C'est Ce Soir par exemple. C'est pas produit par France 5, c'est produit par Together Studio. Mais cette boîte, elle est détenue en partie par Banijé de Stéphane Courby. Et Banijé, c'est un énorme groupe, présent dans 21 pays. Vous avez l'impression de regarder le service public, mais dans l'actionnariat de Banijé, il y a AXA, Bernard Arnault et Cyril Hanouna, je déconne même pas. Vous le voyez, il n'y a pas besoin de complot juif pour expliquer tout ce merdier. En fait, tout ça, ça fait système. Et c'est un système qui exclut les uns et protège les autres. Et ceux qui le protègent d'abord, ce sont les bourgeois, les puissants et leurs intérêts. Et vous le voyez bien, ces temps-ci, les puissants, ils ont aucun problème à être racistes. Ou à nous imposer des mecs comme Hanouna, Morandini, Arthur. Et s'il faut qu'ils fassent encore plus du sale pour que leur système tienne debout, ils le feront, on le sait bien. Et ce qui me bute, c'est ce qu'ils ont réussi à faire du service public. Avec leur système là, de boîte de prod, là, ils nous produisent des émissions qui pourraient être sur le privé en fait. Et tout se ressemble et partout, c'est de la causerie bourgeoise, un peu dégueulasse. Et on en a marre, on voudrait autre chose, putain. Et on dit pas ça contre toi, Babette. Hein. On explique aux gens pourquoi tu es coincé, pourquoi tu peux pas faire autrement qu'être gentil avec tout le monde. Mais oui, on n'a rien contre elle. Nous, c'est pas contre les personnes, c'est le système le problème. Voilà, non, Babette, elle a l'air cool, elle rigole tout le temps. Elle rigolait à la chronique de Merwan Belnazar. Ils m'ont félicité, Patrick Cohen, il m'a félicité, Babette, elle m'a dit bravo, c'était génial, j'espère que tu reviendras, recalin, magnifique, j'étais trop content. Je rentre chez moi, directement après la chronique. Ça, c'est un peu impoli et tout de partir direct. Mais tu sais, eux, ils ont leur tradition de la télé, tu vois, moi, je suis pas là-dedans, moi, je suis rentré, eux, ils faisaient leur truc, la cocaïne et tout. Moi, je suis parti, tu vois. Adieu, Merwan. Petit barbu parti trop tôt. Ciao, mon pote. De toute façon, il te méritait pas, hein. T'étais trop pur pour ce monde-là. Et t'avais vraiment envie d'être dans cette émission, de toute façon, là, il y a que des vieux qui regardent ça. T'avais envie de passer entre Michel Sardou, Hugo Clément et Jean Roucas? Évidemment que non, je le sais, évidemment que non. Donc bon retour parmi nous, les vrais gens, tant pis pour la télé, tant pis pour elle sait pas ce qu'elle perd. Voilà. Quant à nous, on se retrouve dimanche, la semaine prochaine, exceptionnellement. Et n'hésitez pas à nous faire un don si vous le pouvez sur Blast. Bah oui, parce que nous, on n'est pas produits par tous les autres, là.